Bonjour, bonsoir à tous qui nous suivent partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons discuter sur la situation dans le Sahel, principalement Niger et bien sûr le bloc Niger, Mali et Burkina Faso pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons avec nous aujourd'hui M. Aboubakar Alassane du Niger. Il est de l'organisation révolutionnaire pour une démocratie nouvelle, ORDN, Tarmamois. Et il va essayer de parler avec nous sur la situation au Niger, les perspectives locales, nationales, et comment est-ce que le mouvement de l'Afrique de l'Ouest peut inspirer toute l'Afrique. Monsieur Alassane, bienvenue à Panafrique Télévision. Merci, c'est un plaisir pour nous. Okay. Qu'est-ce qui vous amène ici à Accra? Je suis à Accra dans le cadre d'une organisation qu'on appelle WAPO, West African People Organization, qui est un regroupement de plusieurs partis politiques révolutionnaires de l'Afrique, voilà, de l'Afrique du Sud jusqu'en Tunisie. Donc on essaie de fédérer les énergies pour que les idéaux de Nkrumah de 1963 puissent émerger. Okay. Et votre parti, l'ORDN, je voudrais un peu apprendre plus de ça. Ça existe depuis quand et qu'est-ce que vous faites au Niger? Oui, l'ORDN, moi, est un parti politique qui est né au lendemain de l'ouverture multipartisane de l'espace politique du Niger en 1991 suite aux événements du 9 février. Avant, le Niger était dans un système de parti unique après le régime de Kounché, où le parti État, qui s'appelle le MNSD Nassara, a accepté suite à une conférence nationale qu'il y ait le multipartisme et que d'autres partis naissent. C'est dans cette euphorie que l'ORDN Tarmamois a été né en 1991 par la volonté de leur leader, Maman Sani Adamou et d'autres camarades. Voilà. Et depuis 1991, vous menez la lutte. Et aujourd'hui, pas juste au Niger, mais nous voyons au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, nous voyons des mouvements en Afrique. Et ces mouvements se caractérisent par ce que les gens appellent des coups d'État. Pouvez-vous nous donner un peu une historique? Est-ce qu'aujourd'hui, la solution du changement en Afrique, c'est le coup d'État ou il y a des précurseurs qui déterminent quelles sont les voies? Qu'est-ce qui se passe au Niger pour qu'aujourd'hui on parle de coup d'État et un nouveau régime qui est en place? Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Oui, vous savez, au lendemain des indépendances déjà, la graine du coup d'État a été sémée au Niger. Okay. Quand vous prenez l'histoire de la France, nous sommes des pays colonisés à l'époque. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le sentiment d'autodétermination des peuples s'était manifesté, s'était imposé aux dirigeants français de l'époque. De Gaulle a vu venir ce sentiment et il a proposé un deal aux pays africains, aux jeunes leaders africains. Et il a proposé le référendum d'autodétermination. Pendant ce référendum d'autodétermination, il a vu que le Niger et la Guinée étaient sous la position du non. Malheureusement pour le Niger, le premier référendum a eu lieu en 1958 en Guinée et le Sékou Touré a imposé le non. Autant mourir dans la pauvreté, vivre dans la pauvreté, que vivre dans les chaînes avec de la richesse. De Gaulle ayant vu cela, il a dit, on perd la Guinée, mais on ne peut pas se donner le luxe de perdre le Niger. Parce qu'en Guinée, on perd des ressources minières, mais au Niger, on perd non seulement des ressources minières, mais on perd une position géostratégique. Parce que quand vous voyez le Niger, au cœur de l'Afrique, c'est le seul pays qui a une frontière avec l'Afrique centrale, une frontière avec l'Afrique de l'Est, une frontière avec le Maghreb. Voilà la position géostratégique, d'où l'intérêt de toutes les forces impérialistes et occidentales sur le Niger. Donc, en 1958 déjà, il y a eu un hold-up électoral. Jori Hamani contre Joubo Bakary. La France a aidé Jori Hamani avec tous les moyens que le colon avait, que la France avait, pour booster le nom du Niger et le substituer par le oui. Donc déjà, un ressentiment depuis la naissance du jeune État nigérien, il y a un problème. Le processus étant, le parti RDA du Jori Hamani, vu qu'il n'était pas populaire, il a sémé les bases de la discorde au Niger. La gestion était chaotique, on pourchassait les opposants, les militants de Sawaba, qui étaient censés être vainqueurs
du référendum d'autodétermination étaient obligés de s'exiler. Et ils ont eu comme base à l'époque, Kwame Nkrumah était président ici, pour venir se former militairement ici et engager un mouvement armé contre Jori Hamari. La France étant là, étant toute puissante, avec tous les moyens qu'elle avait avec les autres États comme la Côte d'Ivoire et autres à sa rescousse, on a pu étouffer dans l'œuf ce mouvement sawabiste. Dans ce contexte que le coup d'État de Kounché est arrivé à la faveur de la sécheresse de 1973, où le Niger a perdu beaucoup de cheptels, où le peuple avait souffert. Et l'armée, toujours dans un sursaut patriotique, a pris le pouvoir le 15 avril 1974, d'où l'avènement du général, du lieutenant-colonel Séni Kounché, avant qu'il ne soit général. Et lui, il a fermé l'espace politique. Il a cassé les partis politiques, il est passé maintenant dans un régime d'exception. Et en 87, avant 87, il a voulu faire civiliser la politique au Niger en créant un parti unique qui s'appelle le MNSD Parti État. Quand il est mort, la succession s'est faite entre militaires, le chef d'état-major étant l'officier le plus gradé et le plus ancien. Il a pris le pouvoir, c'était le général Ali Cheibou a pris le pouvoir. Pendant le règne de Ali Cheibou, il y a eu la chute du mur de Berlin que nous tous nous connaissons et les conséquences qui en ont découlé et la démocratisation de l'Afrique. Et c'est pendant ce temps-là que l'ouverture démocratique est faite et les forces vives de la nation ont exigé le multipartisme pour sortir du parti unique. D'où la naissance de plusieurs partis politiques. Une trentaine étaient nés au lendemain de la chute du mur de Berlin. C'est en cela que Maman Ousmane est arrivé au pouvoir suite à des élections démocratiques en 1994. Malheureusement, les forces vives de la nation n'ont pas su gérer cette victoire. Des conflits ont émergé dans les mêmes blocs progressistes, mettant le président Maman Ousmane en cohabitation, au risque même de mettre le pays en guerre civile. Baré Menassara est venu une deuxième fois interrompre un processus démocratique parce que les acteurs démocratiques ne se sont pas entendus entre eux pour conduire la révolution à son terme. Baré, quand il est venu, on avait pensé qu'il a créé son comité national de salut public. Et il voulait se venger de ce que l'armée a perdu le pouvoir et de ce que ces jeunes démocrates n'étaient pas mûrs pour s'incruster dans le pouvoir. Lui aussi, il a fait le frais d'un coup d'État par son aide de camp qui est Wanké. Daouda Malam Wanké a pris en 1999, le 9 avril 1999, il a été tué, lui, dans ce coup d'État-là. Malgré ça, Wanké a remis le pouvoir 9 mois après au mouvement démocratique, le MNSD, qui était l'ancien parti unique qui a mis en parti politique à remporter le pouvoir, faisant venir M. Tandja Mamadou au pouvoir en 1999. Et Tandja Mamadou aussi n'a pas su garder l'élan démocratique. Il a modifié la constitution pour se donner un troisième mandat après 2 mandats. Là aussi, l'armée est intervenue encore pour remettre les jeux démocratiques à flot avec le CSRD, le Conseil national pour le redressement de la démocratie, par le général Salih Jubou. Il était commandant de bataillon, après il est passé général de corps d'armée, Salih Jubou. Et Salih Jubou, au bout d'un an de transition aussi, a remis le pouvoir à M. Mamadou Issoufou du Pendestaria à la suite des élections libres et transparentes entre guillemets. Mamadou Issoufou aussi, après 2 mandats, vu l'histoire du pays, a donné le pouvoir à un de ses compagnons qui s'appelle Bazoum Mohamed, qui a fait aujourd'hui les frais du coup d'État du 26 juillet 2023. Voilà l'histoire du Niger. Clarification, parce que c'est la question qui revient toujours sur Bazoum. Qui il était sous le régime d'Issoufou et qu'est-ce qui nous fait dire que le pouvoir avait quitté Issoufou et lui a été donné? Qu'est-ce qui se passait dans le pays? Je le dis cela parce que le processus du Niger est aussi un processus qui se passe dans plusieurs pays africains, où il y a toujours ce qu'on appelle un dauphin du président. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bazoum devienne le dauphin d'Issoufou? Oui, je vous ai parlé de l'ouverture démocratique de 1991. Bazoum est un dirigeant syndical. Il faisait partie des membres du bureau du SNEN, le syndicat des enseignants, national des enseignants du Niger. Sous le régime militaire, tous les syndicats étaient unifiés.
les enseignants, il n'y a pas plusieurs syndicats comme on a aujourd'hui. Donc Bazoum était un des leaders. OK? Et ils ont, à l'ouverture politique, ils se sont associés avec les Mamadou Issoufou pour créer ce qu'on appelait le PNDS Taria, le Parti nigérien pour le socialisme, PNDS Taria, PNDS, pour la démocratie et le socialisme. Et ces deux groupes, il y a le groupe de 72, les Mamadou Issoufou sont les aînés, et Bazoum est du groupe de 83 sur le campus universitaire. Donc les deux groupes, au lieu que chacun crée son parti politique, ils ont fusionné pour créer le PNDS, pour se donner plus de chances de gagner les élections à venir. Donc il y a un deal entre eux. Le premier groupe a dit je prends, je fais mes 2 mandats, et le deuxième groupe, vous désignerez quelqu'un qui va me succéder. Voilà le deal qui avait à l'origine même de la création de PNDS Taria. OK? Donc, ils ont lutté pour que la démocratie soit. Ils ont été même à l'origine même des coups d'État contre Maman Ousmane, contre Baré Menassara, contre Tanja Mamadou. Ils ont toujours, sous la bannière de la démocratie qui est bafouée, ils se sont présentés aux Nigériens comme des vrais démocrates, des vrais progressistes. Malheureusement, quand ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas su vendre cette démocratie au peuple nigérien. Ils ont eu la dérive totalitaire. Ils ont fermé l'espace public qui leur a profité à l'époque. On en reviendra là-dessus. Voilà donc les liens qu'il y a entre Mamadou Issoufou et Bazoum Mohamed. Voilà. Le Niger a connu 5 coups d'État depuis l'indépendance, comme vous venez d'expliquer. Et le dernier coup d'État arrive au moment où il y a une vague de coups d'État en Afrique. Y a-t-il un élément particulier du coup d'État au Niger et quelles sont les perspectives locales sur la situation du coup d'État? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais savoir, est-ce que le peuple supporte le coup d'État ou le regarde dans un contexte d'une transition qui est en train de se passer dans la sous-région? Merci beaucoup pour cette question intéressante. Dans la sous-région, il ne faut pas oublier qu'il y avait l'insécurité, il y avait le terrorisme depuis 2007 que ça a commencé. C'était embryonnaire, c'est parti de petites revendications de territoire de quelques compatriotes Touaregs au Mali, au Niger. Les rébellions ont commencé au lendemain même des indépendances. Parce que le Niger et le Mali ont la chance ou la malchance d'avoir les deux races, la race noire et la race blanche sur leur territoire. Donc, quelque part, les gouvernants, au sortir de l'indépendance, vu le défi énorme de développement et l'inimitié de la France à les aider, ils ont eu la lourde tâche de construire l'unité nationale. Et souvent avec des erreurs par la brutalité. Si bien que le peuple touareg, arabe, qui sont blancs, qui sont minoritaires dans ces zones-là, ont cru comprendre que non, nous sommes délaissés. Et à un certain moment, ils ont choisi de se battre, de se rebeller pour que le gouvernement central pense à eux pour le développement aussi. Mais les défis étaient énormes en 60, même pour le monde, à plus forte raison pour des jeunes États comme le Niger et le Mali. Voilà le terreau sur lequel se basent les rébellions touareg que vous entendez, qui datent depuis 60 entre le Mali, le Niger, se voit même vers le Tchad, quoi. Tous ces mouvements armés qu'on a eus dans les années 80 sont nés de cette revendication de considération. Ce n'était pas des revendications pour qu'on demande des territoires ou autres. Mais c'est devenu, par après, des revendications de territoire. Et ces revendications de territoire ont crispé le pouvoir central qui s'est senti, on a vu au Mali, il y avait Moussa Traoré, il y avait des régimes totalitaires qui n'avaient pas la démarche démocratique pour fédérer les choses. Donc on utilisait la police, l'armée, tout pour contraindre les gens. Mais ça ne peut pas perdurer, la violence. Et c'est cette violence qui a fait naître des revendications identitaires au Sahel, que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina. Ces revendications identitaires ont fait jonction avec des revendications religieuses qu'on appelle djihadisme. Avec le recul des États, l'islam est devenu comme une réponse à la misère populaire. Il y a eu un nouveau discours qui s'est invité dans la démocratie, qui est l'islamisme, l'extrémisme, avec l'émergence des salafistes venus de l'Arabie Saoudite, du Qatar
de tous ces pays émergents de l'Asie qui avaient trouvé leur émergence et qui voulaient avoir leur propre influence sur le jeu africain. Voilà pourquoi on parle de djihadisme et de terrorisme aujourd'hui. Et aussi, ils veulent leur gâteau d'Afrique. Et leur gâteau d'Afrique se trouve souvent au Niger, au Mali, au Tchad, en Mauritanie. Donc, il faut qu'ils prennent. Et ils avaient, au nom de la religion, percé cette ligne-là, profité de la faiblesse de nos États pour essaimer un sentiment de haine dans le Sahel. Voilà dans le contexte où le Sahel s'est retrouvé en 2011, attaqué de toutes parts par le terrorisme. Vous avez eu l'épisode de l'attaque des terroristes qui descendait directement sur Bamako, où la France a dû former une opération cérébrale pour stopper les terroristes pour partir. Voilà, c'est dans ce contexte qu'est arrivé tous ces coups d'État. Parce que pendant 10 ans, on était dans l'insécurité qu'on ne connaissait pas auparavant. La France a échoué, la communauté internationale a échoué. Nos armées étaient mises à la touche dans cette lutte alors qu'elle avait une expertise. Elle était volontaire, elle avait une expertise. Au Mali, ça n'a pas menti. L'armée a pris le pouvoir par Assumi Kota dans un premier temps, qui a donné à Awan, qui a voulu aussi changer la donne, rester à coquiner à la France. Goïta et son groupe n'avaient pas accepté. Ils ont fait un deuxième coup d'État. C'est en cela qu'au Burkina aussi, la même situation sécuritaire qui a dégénéré au Mali, qui est descendue jusqu'à la porte de Ouagadougou, a incité l'armée à prendre ses responsabilités parce qu'après tout, qui mourait? C'est des militaires qui mouraient en centaines. C'est des compagnons d'armes qui mouraient en centaines. Par la faute de qui? Par la faute des décisions politiques mal appropriées à la situation. Et cela a fait contagion sur le Niger. Voilà le contexte dans lequel les coups d'État se sont succédés dans le Sahel. Merci. Le CNSP prend le pouvoir et ils mettent Bazoum en prison ou en séquestration. La CEDEAO n'est pas d'accord. Certains chefs d'État de la CEDEAO, presque moins de la moitié pratiquement, je pense que c'était 7 présidents qui étaient à la réunion, dans les 16 pays qui sont membres, décidaient qu'on doit faire pression à ces pays. Que cherche le CNCP? Le Conseil national de sauvegarde de la patrie, qui est né au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023, l'appellation n'est pas fortuite. Sauvegarde de la patrie, on a dit. Ça veut dire que quelque part, la patrie était en danger. Elle était en danger par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux influences extérieures. La France, l'Occident. Il ne faut pas oublier que pour la lutte contre le terrorisme, vous avez une base française qui s'appelle Barkhane avec plus de 5000 hommes. Il y avait Takuba aussi qui est là. Il y avait la MINUSMA aussi qui est là. Il y avait vraiment un foisonnement de forces militaires dans la zone qui n'ont pas permis de juguler la situation. Mais les peuples sentaient que nos politiques sont muselés. C'est comme s'ils sont à la solde d'une force extérieure et des intérêts extérieurs. Et c'est dans ce contexte que les militaires se sont sentis en menace. Malgré leurs efforts, malgré la collaboration de l'Occident, ils n'arrivent pas à prendre le dessus sur l'Occident, sur le terrorisme qui endeuillait les familles, qui mettait beaucoup de villages, qui vidait les villages, et les gens, il y a beaucoup de réfugiés dans le Sahel. Nos populations sont éparpillées. Donc il y avait un agenda impérialiste sur nos ressources. On s'est rendu compte que le Liptako, ce n'était pas un terrain vague. C'était un terrain... À notre audience, c'est quoi le Liptako? Le Liptako, c'est les 3 frontières où se passe toute cette violence terroriste. Vous imaginez qu'il n'y a pas de terrorisme à la frontière de Libye. Nous avons une frontière avec la Libye, mais personne ne mourait. Mais on vient jusqu'en bas du Niger, aux 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina, qui s'appelle le Liptako, pour s'aimer la discorde, pour s'aimer la terreur, pour vider cet espace des populations. Parce qu'il y a des minéraux, d'énormes minéraux, des gisements d'or sont là-bas. D'énormes gisements de fer sont dans le Liptako Gourma. D'énormes gisements de pétrole sont dans cette zone-là. Et on a compris que les 3 pays-là, l'insécurité est instrumentalisée. L'armée a fini par se convaincre que les politiques sont corrompus,
sont dans un autre agenda, ils servent des intérêts extérieurs à ceux du peuple qui les ont élus. Et par conséquent, il faut sauvegarder les patries. Pas seulement celle du Niger, celle du Burkina, du Mali et du Burkina et du Niger. Voilà comment le CNSP est né. Mais le CNSP veut redonner au peuple nigérien et par-delà les peuples africains la volonté de décider d'avec qui discuter, d'avec qui dealer pour rapport à leurs ressources intérieures et de recouvrer la souveraineté du pays. Parce que quand vous avez un pays où il y a 4 bases militaires étrangères ou 5, il y avait les Américains qui ont une base militaire au Niger, il y avait les Français qui ont une base militaire au Niger, il y a les Allemands qui sont présents au Niger, il y a les Italiens qui sont présents au Niger, et malgré tout, il y a la MINUSMA qui est là, malgré tout, l'insécurité perdure. Donc il y a un problème. Il y a un problème, et ce problème, il est quoi? Il est dans le jeu des intérêts géostratégiques et des intérêts contre nos minerais. Et la concurrence qu'il y a entre la Chine et l'Occident, c'était invité dans le Sahel. Ça, les gens ne le disent pas. Le pétrole du Niger a été possible d'être exploité grâce à Tandja Mamadou, qui a oublié l'Occident, qui est parti contracter avec la Chine. Et c'est le premier pays, je crois bien, il faut vérifier dans l'histoire, qui a extrait son pétrole, qui n'a pas commencé à envoyer le brut à l'international. Il a imposé à la Chine la raffinerie d'abord. Il faut que nous, on goûte à notre pétrole avant que quelqu'un l'achète. Ça, c'est un combat majeur et un combat patriotique que Tandja a mené. Et ça n'a pas plu à l'Occident. Donc, nous avons parlé politique et on vient d'arriver au point des ressources. Et vous faites un lien par rapport à ces ressources et l'instabilité au pays. Quelles sont les ressources que le Niger a qui créent la convoitise des impérialistes? Pour l'essentiel, vous savez que le Niger est un des pays producteurs de l'uranium. Et que les gens disent qu'une ampoule sur 5 à Paris est allumée par l'uranium du Niger, est alimentée par l'uranium du Niger. Voilà. Et il y a d'autres ressources aussi, qui est le pétrole, qui vient de... Il y a l'or au Niger. Il y a ce qu'on n'en parle pas, il y a l'eau. Dans le désert, là, qu'on voit comme c'est un truc qui ne sert à rien, il y a l'eau, il y a une grande nappe aquifère, qui est aussi un minerai qui sera au centre des jeux géostratégiques dans les années à venir. Dans 100 ans, l'eau douce sera problématique avec les changements climatiques qu'il y a. Donc, d'où le positionnement de tous les pays impérialistes. Je vais vous dire, même la Chine cherche à être au Niger. La Russie cherche à être au Niger depuis. Voilà la convoitise qui naît au Niger et qui fait que chacun va avoir le contrôle de l'appareil politique du Niger. Après la chute de Kadhafi, certains disent que les armes qui étaient en Libye ont supporté les mouvements djihadistes ou les Touaregs. Est-ce que c'est une information vraie et palpable sur terrain? Et si oui, comment? Et si non, qui arme ce Touareg? Merci. Et effectivement, la chute de Kadhafi n'est pas une chute fortuite, c'est quelque chose qui est programmé, qui va dans la droite ligne du contrôle des ressources de l'Afrique subsaharienne, surtout du Sahara. Parce que je retourne toujours à l'histoire de l'indépendance. On n'a pas voulu nous donner les indépendances dans les contours des frontières actuelles. On a voulu créer l'État du Sahara, où on coupe un peu du Mauritanie, un peu du Niger, un peu du Mali, pour faire un État blotti entre le Niger, le Mali et l'Algérie. Parce qu'il y a d'immenses ressources dans cette zone-là. Et la présence de Kadhafi, qui a bloqué tout aussi. Kadhafi, c'est un nationaliste, c'est un panafricain. Lui aussi, il jouait sa géopolitique par rapport à ces ressources qu'il y a dans le Sahel. Et lui, de temps en temps, il alimentait aussi ces rébellions Touareg pour éloigner nos États centraux vers ces ressources-là. L'Occident ayant vu le jeu et avec le caractère de Kadhafi, ils ont trouvé que la clé pour entrer au Sahel, c'était de descendre le régime Kadhafi. Surtout qu'il avait des velléités panafricaines, de créer des institutions africaines, des banques africaines. Donc, d'anticiper l'émancipation des peuples africains et d'aller vers l'UA. Avant, c'était l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Sous l'impulsion de Kadhafi, on a créé l'UA, l'Unité africaine. Et il s'était proposé d'amener toutes les ressources
pour cette Union africaine-là. Donc l'Occident voyait non seulement Kadhafi comme une menace, et les ressources s'éloignaient d'elle. Donc quand ils ont abattu Kadhafi, ils ont parachuté des armes pour permettre à la rébellion contre Kadhafi de prospérer contre lui. Mais ces armes sont encore dans le désert. Et c'est ces armes-là, et il faut comprendre que je vous ai dit que Kadhafi alimentait les rébellions et souvent, il assurait la médiation entre les États centraux et ces rébellions Touareg. D'où beaucoup de Touaregs maliens, beaucoup de Touaregs nigériens, beaucoup de Toubous du Tchad trouvent refuge autour du Kadhafi. Quand Kadhafi est tombé, ces messieurs, étant les protecteurs de Kadhafi, étant les hôtes de Kadhafi, doivent retourner chez eux. Quand ton logeur est tombé, tu dois retourner chez toi. Malheureusement, les Maliens savent ce qu'ils ont laissé au pays. Ils sont partis avec des armes lourdes qui étaient à leur disposition. Des magasins d'armes ont été cassés. L'OTAN même a parachuté des armes pour aider les rebelles. Mais ces armes, quand tu parachutes, tu ne sais pas dans quelle main ça tombe. Nos gars, nos Touaregs du Mali, eux, ils ont choisi d'aller avec des armes parce qu'ils se disent qu'ils seront accueillis par l'armée malienne. Donc, ils sont partis avec l'esprit de combattre l'armée malienne. Et la France même, dans son jeu, leur a promis l'état de l'Azawad. Si vous partez combattre le Mali, nous allons vous donner un territoire qui s'appelle l'Azawad. D'où la problématique de Kidal qui s'est posée. Si vous regardez la carte d'Afrique, le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. C'est le Niger qui a une frontière avec la Libye. L'Algérie est un blocus, l'Algérie ne laisse pas quelqu'un rentrer à 100 000 lieues, l'Algérie te voit et t'abat. Les armes ont transité de la Libye par le Niger. Au Niger, dans le désert nigérien, vous pouvez dormir à l'air libre, sans inquiétude. Mais ce n'est pas le même cas au Mali. Donc, il y a eu une passerelle de la Libye au Niger qui a permis aux armes de transiter parce que la France, avec les valets locaux qui sont Bazoum, Mamadou Issoufou, a permis aux armes de passer. C'est là que le régime de Mamadou Issoufou est coupable. Quand il dit que non, on lutte contre le terrorisme, mais de l'autre côté, il laisse rentrer les armes au Mali. Pourquoi le Niger ne bloque pas la rentrée des armes au Mali? Parce que la France leur intimait de laisser passer, de fermer les yeux. Et au passage, ils gagnaient quelques sous, quelques tribus, sans compter les trafiquants de drogue aussi. Quand on dit guerre, il y a aussi les trafiquants de drogue et les trafiquants d'hommes, de personnes. C'est une zone où il y a des migrants en quantité. Les Ghanéens, les Gambiens, les Libériens, les Sénégalais. Tout le monde passe, les Érythréens maintenant, tout le monde passe par le désert du Niger pour aller en Libye. Ces drames que vous voyez là. Voilà comment se fait le jeu de la France dans le Sahel par l'intermédiaire des valets locaux que sont nos gouvernants. Le CNSP dans son discours, a parlé de certains problèmes que Bazoum a fait par rapport à la corruption, par rapport aux décisions sécuritaires. Pouvez-vous relater certaines bavures de ce régime, surtout au niveau sécuritaire, qui a fait que l'armée puisse prendre le pouvoir? Oui, au niveau sécuritaire, vous n'oubliez pas que suite au blocage de convoi de Barkhane au Burkina et au Niger, à Terra, on a perdu 3 jeunes. 3 jeunes ont été fauchés par l'armée française par des manifestations menues, pacifiques. Ne rentrez pas chez nous, on n'en veut pas de vous. Et on vous tire dessus, on vous tue chez vous. Et le gouvernement trouve moyen de limoger le ministre de l'Intérieur qui accuse la France d'être responsable de ce crime. On le limoge, M. El-Kache, qui est un compagnon à Bazoum, d'avoir trop parlé. Et on s'arrange encore à faire une enquête bâclée. On dit que non, personne n'est responsable de la mort. Des hommes meurent, 3 jeunes meurent. On ne sait pas qui les a tués. On n'a pas trouvé le responsable. Ça, c'est une trahison. Parce que Bazoum a prêté serment pour sauver la vie de chaque Nigérien. Voilà une des accusations que nous portons sur Bazoum. Mieux encore, Bazoum se permet de libérer des djihadistes qui ont fait du tort à l'armée nigérienne, qui ont tué des Nigériens, sans procès. Quelle était la raison pour laquelle il a libéré ces djihadistes? Il a libéré ces djihadistes parce que pour lui, il faut négocier avec les djihadistes. Quand le jour il dit qu'il ne négocie pas avec eux, la nuit il négocie avec eux. Il les a reçus au palais présidentiel de la prison civile, l'a dit. Lui-même, selon ses propos, je les ai reçus dans une conférence de presse qu'il a animée des cadres au Niger, que je les ai reçus.
je dealais avec eux pour les libérer, pour nous aider à ne pas être attaqués. Parce que de l'autre côté, au Mali, déjà, le coup d'État a eu lieu. Assimi Goïta était sous le feu de la France. Et on connaît la diatribe de Bazoum contre Assimi Goïta, contre le régime du Burkina Faso. Donc, il cherchait des alliances avec des criminels pour déstabiliser le Mali. Et ça, l'armée nigérienne ne peut pas l'accepter. Les Tchani ont fait les mêmes écoles que les Assimi Goïta. L'Afrique francophone, heureusement, nous avons des écoles inter-États où les militaires se retrouvent au Burkina Faso, dans les écoles militaires, au Mali, dans les écoles militaires. Toutes les spécialités de l'armée se reforment ensemble. C'est des compagnons d'armes, c'est des compagnons d'école, ils ont étudié ensemble. C'est une trahison que ta classe d'armes, tu vois qu'elle est en train de tuer, tu ne réagis pas. Voilà d'où vient la sauvegarde de la patrie. Et voilà d'où vient l'enthousiasme des armées des trois pays à mener, à prendre le pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique démocratique a été décevant. Vous vous souvenez de l'injonction de Macron qui convoque nos trois chefs d'État, Ibeka, Rochmark Christian Kaboré, Mamadou Issoufou, je les convoque. Voilà, c'est le terme qu'il a utilisé. Et pourtant, c'est des chefs d'État. Comment peut-on convoquer les chefs d'État? Nous, on pensait, en tant que mouvement révolutionnaire, que nous sommes sur le même piédestal. Tu es président, je suis président, tu ne me convoques pas. Je représente un peuple, tu représentes un peuple, tu ne me convoques pas. Mais ils ont répondu à cette convocation-là. Alliance d'États du Sahel. Alliance des États du Sahel. Nous avons cette nouvelle configuration entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Est-ce que ceci nous donne une voie pour le panafricanisme des peuples ou c'est un processus qu'on devra suivre pour voir si cela va marcher? Qu'est-ce qui se passe concrètement avec cette alliance? Oui, nous, en tant qu'organisation révolutionnaire d'obédience nkrumiste, je suis là dans le cadre de la promotion des idéaux de Nkrumah. Donc, on ne peut que percevoir l'alliance de Sahel d'un bon œil. Mais c'est un processus qui commence, auquel nous nous donnons toute notre chance, toute notre énergie pour que ça aboutisse. Ce n'est pas facile, mais on doit aboutir. Et nous avons vu une fenêtre qui nous envoie vers l'unité africaine. Parce que des fenêtres ont été fermées. Nkrumah a ouvert une fenêtre, elle a été fermée avec sa chute. Ok? Et tous ses compagnons ont subi le même sort que lui de coup d'État en coup d'État. Il n'y a que Sékou Touré qui est mort froidement fraîchement dans son lit. Tous les autres ont été renversés. Nasser a été renversé, ainsi de suite. Cette fenêtre a été fermée. Sankara est venu en Afrique, il nous a donné de l'espoir dans les années 80. Lui aussi, cette fenêtre a été fermée. Kadhafi a pris conscience qu'il n'y a pas de Libye viable, il n'y a pas d'Égypte viable, il n'y a pas de Niger viable. Ces micro-États ne sont pas viables. Et qu'il faut aller vers l'unité africaine, telle que Nkrumah l'a écrit déjà dans les années 50. Cette fenêtre aussi a été fermée parce que, vous savez, l'attaque contre la Libye de l'Occident. Mais aujourd'hui, si trois États décident d'aller vers cet objectif, il faut qu'on l'accompagne. La terre promise n'est pas permise. Il faut de l'effort. Merci. Okay. Avez-vous des mots de la fin par rapport à ce qui se passe au Niger et dans la sous-région? Oui, par rapport à ce qui se passe au Niger, c'est le comportement de la CEDEAO. Ça, nous, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Voilà une institution qui marchait bien, qui a été fondée par des putschistes, parce que 70% de ceux qui ont créé la CEDEAO en 1975 sont des régimes militaires. Si des militaires ont une vision pour fédérer les peuples, pourquoi pas des universitaires? Sommes-nous dit? Pourquoi tous ces gars-là qui avaient les diatribes révolutionnaires à l'époque, dans leur jeunesse, qui arrivent au pouvoir et qui sanctionnent un peuple qui n'aspire qu'à la liberté, qui n'aspire qu'à gérer ses propres ressources par lui-même, qui a dit non à un valet de l'impérialisme, en l'occurrence M. Bazoum. Donc tout le monde est au courant de ces agissements. Comment un président, s'il vous plaît, va dire que les terroristes sont plus aguerris que son armée? C'est le premier chef de guerre, c'est le général de l'armée nigérienne, le premier,
quand le général déjà a le moral bas, que dira-t-on des troupes? Ce monsieur a voulu démobiliser le moral des troupes partant des guerres. Et c'est ce monsieur que la CEDEAO trouve compatible au peuple nigérien au point de nous mettre un embargo. Pendant 5 mois, le peuple nigérien a été mis dans un embargo unique. Même quand vous chassez votre chien la nuit, vous attendez que le jour soit pour lui ouvrir la porte. La CEDEAO a pris la sanction le 30 juillet 2023. Le 31 à 1h du matin, les sanctions sont appliquées. Il n'y a même pas de préavis. A-t-on jamais vu un accord qui ne prévoit pas de préavis? Les marchandises même qui sont en route ont été bloquées le même jour. L'argent que vous avez en banque, le lendemain, vous le posez aujourd'hui. Le lendemain, vous partez, on ne vous le donne pas. On vous dit que non, les banques. Et ce qui fait mal, même des structures privées, l'électricité a été coupée au Niger. 70% de notre électricité à Niamey, dans la zone de l'Ouest, on dépendait du Nigeria. Le Nigeria, Tinubu n'a pas hésité, il a tourné le contact, il nous a coupé l'électricité. Les hôpitaux n'avaient pas d'électricité. Les gens mouraient dans la première semaine. Heureusement que le Niger a son pétrole. Imaginez qu'on n'a pas le pétrole et que ça doit venir de la mer. Et que les frontières sont fermées. On ne tiendra pas une semaine, je vous garantis. On allait laisser nos véhicules et marcher à pied. Les hôpitaux, on allait faire les opérations avec nos chemises qu'on va brûler pour qu'on soigne les femmes. Vous imaginez qu'il n'y a pas d'électricité? Les écoles, le savoir même va en pâtir. Les universités n'allaient pas fonctionner, les élèves n'allaient pas réviser leurs leçons. Donc il y aura un recul extrême. On veut nous envoyer à l'âge de la péritaille. Mais heureusement, les sanctions de la zone nous ont ouvert les yeux sur notre propre condition, sur notre richesse, sur notre position géostratégique. Parce que le trafic aérien, quand le Niger a fermé aussi sa frontière, en représailles à la CEDEAO, le trafic aérien dans la sous-région a été perturbé. Les avions ont dû faire 1000 km de plus pour pouvoir rallier leur destination. Ce qui est des coûts énormes. Bruxelles Airlines, qui n'est pas une compagnie qui fréquente beaucoup l'Afrique, elle a annoncé 4 millions d'euros de pertes en un mois de blocus de l'espace aérien nigérien. Aujourd'hui, Air France, elle est morte. Elle perd 500 millions chaque jour du seul fait qu'elle ne passe pas par le Niger. Les sanctions, ce n'est pas contre nous, c'est contre toute la sous-région qu'on a. Et ces syndicats des chefs d'État, avec leur patron Ouattara, dont on sait comment il est venu au pouvoir, dont on sait qui est son patron, qui est son maître. Et quand vous voyez la réaction de Macron, qui instrumentalise la CEDEAO, vraiment on est déçu de la CEDEAO. Si je suis au Ghana aujourd'hui, c'est parce que je me sens chez moi. Et heureusement que les peuples de la CEDEAO n'ont pas suivi ces présidents-là. Au Nigeria, tout le nord du Nigeria, tous les sénateurs ont dit non, tu n'attaques pas ce pays-là. C'est nos frères. C'est la même frontière. Les Béninois aussi se sont soulevés contre Talon. Les Sénégalais, on a vu dans les réseaux sociaux comment ils se sont prononcés. Et ce qui est magistral, c'est les Ivoiriens. Ils ont pris la chose avec Imour, ils ont ridiculisé Ouattara. Vas-y, c'est dans le désert. Si tu te bats ici dans la forêt, où tu peux te cacher derrière un arbre pour éviter une balle. Les Ivoiriens disent que là-bas c'est free. On te voit à 5 km, on te bute. Et les militaires ivoiriens, même semble-t-il, ont dit que nous, on ne va pas. Fais ton show télévisé, fais ton théâtre. Mais cela ne leur a pas suffi. Ils ont maintenu les sanctions le 10 passé. C'est dommage, mais c'est bien fait. Les Nigériens vont apprendre à compter sur eux-mêmes. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est prêt à sortir de la CEDEAO. Il y a un point que je n'ai pas mentionné pendant l'interview, c'est la question des bases militaires étrangères, que je pense est très importante. Au Niger, le Niger a demandé à la France de partir. Est-ce que l'Italie est toujours là? Est-ce que l'Allemagne est toujours là? Est-ce que les États-Unis sont toujours là? Et si ces militaires étrangers sont toujours là, que fait CNSP et la population nigérienne pour l'instant pour que ces bases militaires étrangères puissent quitter le territoire du Niger? Oui, je vous disais qu'il y a plusieurs bases étrangères au Niger, du fait de la position géostratégique et des minéraux qu'il y a dans le Sahel, pas seulement au Niger.
C'est un espace qui n'est pas prospecté. Et donc, potentiellement, on pense qu'il y a beaucoup de richesses. Du point de vue historique, c'était un océan. Voilà. Et pour l'instant, le CNSP, nous, dans notre lutte, qui s'est opposé à la sauvegarde de la patrie? C'est l'armée française qui a instrumentalisé la CEDEAO, qui nous donne un ultimatum d'1 semaine pour remettre Bazoum, un traître, au pouvoir. C'est la France. On a vu comment Macron s'est agité autour du coup d'État du Niger. Pendant qu'il y a eu un coup d'État en Tchad, il est parti adober le petit débit. Ok? Il y a eu un coup d'État en Guinée. Les coups d'État n'ont pas eu la même réaction de Macron. Le cas du Niger, c'est au Niger qu'il y a coup d'État. C'est en France qu'on convoque un conseil de sécurité. C'est paradoxal, je crois bien. Qu'est-ce qui regarde la France dans des événements politiques qui se passent au Niger? Donc, notre réaction, nous, la rue, ce n'est pas la jeune qui a demandé le départ de Barkhane. Bien avant le coup d'État, beaucoup d'acteurs politiques ont été emprisonnés au Niger parce qu'ils ont demandé le départ de la France et des bases françaises. Il vous souviendra des propos de Mamadou Issoufou au lendemain de l'attaque de Inates, où plus de 200, Inates et Chinagoder, plus de 200 soldats nigériens sont tombés sous les balles des terroristes. Pendant que nous, on pleurait nos morts, on critiquait les bases, la présence des bases. Vous avez des drones, vous avez des satellites, vous voyez même la fourmi qui passe. Vous n'avez pas vu cette horde de terroristes pendant 4 heures tuer nos gars, les pourchasser, tuer un à un, jusqu'à plus de 200. Issoufou s'est prononcé le même jour que tout celui qui critique notre alliance avec la France est pire qu'un terroriste. À partir de cet instant-là, la police et la justice t'attrapent comme un terroriste si tu critiques la France. Voilà le péril qui pesait sur le pays bien avant même Bazoum. Lui n'a fait que continuer la même politique de Mamadou Issoufou. Donc, du coup, l'hostilité de la France a fait que la rue a demandé un gage au CNSP. On est sorti, non pas parce que nous voulons que vous restiez au pouvoir, non pas parce qu'on n'aime pas Bazoum, mais parce qu'on veut que la France parte d'ici. Et c'est nous qui avons exigé du CNSP. Votre premier acte que vous allez passer, c'est de dénoncer les accords de 1961. Je ne suis pas né, vous n'êtes pas né peut-être, et beaucoup d'autres ne sont pas nés. Des accords de 1961 qui sévissent aujourd'hui. Des accords de défense, dont on ne voit pas l'importance. Et le CNSP, sous la menace de l'ultimatum de la CEDEAO, sous la menace du blocus, est obligé d'accéder à la demande populaire. Et voilà pourquoi les Français sont partis. On dit le CNSP a demandé le départ des Français. Moi, je rigole. C'est tout le peuple nigérien qui a demandé le départ des Français en premier. Maintenant, pour les autres qui sont là, leur attitude déterminera. Mais ce que je sais, avant 2011, il n'y avait aucune base étrangère au Niger. Ils sont venus en 2011 avec leur valet qui est arrivé au pouvoir, Mamadou Issoufou, et ils vont partir. Ils sont partis, le PNDS est parti, son dauphin est parti, et tous ils vont partir. Qu'il ne se fasse pas d'illusion, que ce soit les Américains, les Allemands, les Italiens, et qui d'autres encore, ils vont partir. Ça, c'est la revendication populaire. Et nous verrons à ce que tout celui qui est au pouvoir, qu'il accède à cela, autrement, la rue va le faire partir. Rien n'est plus comme avant maintenant là. Les forces révolutionnaires sont en marche et rien ne va les arrêter. Merci beaucoup, M. Aboubakar Alassane, de nous avoir partagé avec nous. Merci beaucoup de nous suivre. Gardez votre chaîne sur Pan-African Television et nous vous apporterons d'autres émissions similaires à celui-ci. Merci beaucoup.